Présentation et comme titre, en fait, c'est un logo que j'ai constitué, que j'ai créé et qui est le reflet, en fait, de ces animaux qui viennent d'Amazonie, puisque quand vous voyez donc rite du Munaiki, le Munai est un terme qui est un terme quechua et qu'on connaît, qui est plus un terme en relation avec l'énergie et qui a été apporté par un monsieur qui s'appelle Alberto Villoldo. Ça veut bien changer. Ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces rites font partie d'une lignée assez ancestrale, puisque leur origine vient des peuples incas, et qu'il y avait à ce moment-là des sages qu'on appelait les laïcas. Et ces sages, en fait, c'était des personnages à l'époque qui avaient des dons particuliers. Ils étaient capables de se relier à la nature, capables de se relier au non visible, à l'univers, capables de se relier aux plantes. C'était un petit peu les chamans de l'époque. Et les laïcas ont toujours accompagné en fait des communautés au moment de grands changements. Laïca, en quechua, ça veut dire gardien de la sagesse. Pour les peuples amérindiens, donc d'où viennent ces rites, leur origine, il y a eu plusieurs Pachacuti. Pachacuti, ça veut dire retournement de monde, c'est-à-dire il y a un avant et il y a un après dans la manière dont les gens fonctionnent entre eux. Et le premier Pachacuti qui était à ce moment-là dans cette partie du monde, c'est au moment où l'Empire Inca va être créé, en sachant qu'avant la fondation de cet Empire Inca, les gens en fait fonctionnaient entre eux de manière un peu chaotique. Et la légende raconte que Inti a été mandaté par le soleil pour pouvoir accompagner en fait cette communauté et retrouver des valeurs et des fonctionnements portés par des valeurs. Ça a été le premier Pachacuti, premier retournement de monde, premier retournement de conscience. Au cours de la c'était plutôt positif, puisque d'un monde chaotique où il y avait beaucoup de guerres, on est arrivé à une organisation structurée. Et donc, les laïcas ont accompagné à ce moment-là la communauté. Et puis, la sagesse s'est développée et il y a eu un deuxième Pachacuti qui était moins drôle à ce moment-là. C'est celui au moment où les conquistadors sont venus et ont voulu finalement introduire leur manière de penser la vie, leur foi, et changer la manière de penser et de fonctionner de ces populations incas. Et les laïcas ont été encore présents pour aider à être stables dans ces changements. Et ces communautés, pour les chamans amérindiens, des laïcas, aujourd'hui, c'est la population, la communauté des Kéros, qui est plus actuelle et qui, finalement, poursuit cet accompagnement de sagesse. Nous sommes confrontés à un troisième Pachacuti, donc à un troisième grand bouleversement et qui touche plus qu'une seule communauté avec l'apparition du Covid. Mais finalement, on a compris de par les calendriers, que ce soit Maya ou Inca, qu'il y avait à un moment une fin de monde, une fin en tout cas, d'une certaine manière de fonctionner dans le monde et dans les interrelations les uns et les autres. Et on peut saisir aujourd'hui que le Covid, la période Covidique, a été ce grand bouleversement dont on est encore dans la suite. Et quand j'ai assisté à des conférences avec des chamans faites par des chamans kéros, en fait, pour eux, c'est un moment de Pachacuti où le monde change, doit changer, et où c'est impossible de revenir en arrière à cause de la manière de fonctionner des uns et des autres et des atrocités ou des horreurs ou des inégalités qui sont encore présentes dans notre monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour un petit peu ramener l'idée en quoi ces rites, finalement, peuvent nous être utiles
pour passer les changements que ce soit des changements personnels, euh, ou encore des changements communautaires ou universels avec le plus de stabilité possible. Et on verra comment ça va agir ensuite. Donc, le terme Munaiki, comme je vous l'ai dit, c'est un terme qui a été créé par Alberto Villoldo, par lequel j'ai été formée ainsi que sa femme, parce que ce sont les deux initiateurs finalement de cette transmission. Et Alberto Villoldo, initialement, c'est un anthropologue qui s'est surtout occupé d'étudier les différentes populations et les différentes femmes et hommes médecines dans le monde pour voir comment ils fonctionnaient et comment ils aidaient en fait à regagner de la santé, à regagner de l'équilibre, à regagner de l'harmonie. Et puis à un moment, il en a eu un peu marre d'être dans son laboratoire et il a voulu tâter du terrain. Et il est allé étudier, et notamment au Pérou, en Amazonie, où il a vécu pas mal d'années avec ces populations Kairos et où il a appris de ses mentors ces rites qui sont donnés d'une certaine manière initialement par ces chamans. Et en fait, il a, d'une certaine manière, tout en gardant je dirais la vérité autour de ces rites, il les a enrichis avec son expérience, avec sa culture. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette transmission des rites, c'est que chaque rituel, chaque aliment s'enrichit par ceux qui les reçoivent et par ceux qui les donnent. Et on retrouve un petit peu ce côté universel, moi que j'aime beaucoup dans cette approche. Donc Moonai, c'est l'amour, l'amour au sens inconditionnel du terme, et on peut constater, je ne suis pas la seule à le dire, ou voilà, les seuls à le penser, que l'amour c'est une énergie tellement puissante qu'elle peut nous aider à vraiment contribuer à l'harmonie, contribuer à de l'apaisement. Et pour beaucoup, aujourd'hui, ce qui manque, c'est justement cette expression libre de cette énergie d'amour qui viendrait alimenter notre propre relation à nous-mêmes, mais aussi la relation des uns avec les autres et évidemment la relation avec la Terre, parce que vous allez vous rendre compte que il y a de très fortes connexions tout au long de ces rituels, de ces aliments avec la planète. Alors, la notion de rite, en quechua, on parle de karpay, K-R-P-A-Y, et on peut le traduire par aliment. Et en fait, dans cette partie du monde, cette population de chamans, les kéros, travaille aussi avec les centres énergétiques qu'on connaît et qui ont été étudiés un peu partout dans le monde. Et ils travaillent avec trois particulièrement. Le troisième œil, qui est nommé en quechua Yachay, pour être dans une vision et perception juste de ce qu'on vit, pas juste ce qui va bien, mais toute la réalité, ce qui peut aussi nous être très utile pour sortir des faussetés, des manipulations, etc. Toutes les relations deviennent finalement beaucoup plus claires dans ce qui se joue. On arrive à accéder rapidement à une réalité dans ce qui se joue grâce à cette vision et cette perception juste des choses. L'autre chakra qui est mobilisé particulièrement, c'est le chakra du cœur ou Munai, c'est-à-dire le sentiment juste, l'amour juste. Et le troisième chakra qui est particulièrement mobilisé, c'est le Yankai ou chakra ombilical, c'est-à-dire dans l'action juste. Et quand on relie une vision, une perception juste des situations qu'on vit, reliée à une énergie du cœur et reliée à une action qui est juste aussi, eh bien, on va beaucoup plus être dans le Aini. Et le Aini, c'est un terme qu'on va retrouver beaucoup. C'est le Aini, sa définition, c'est la capacité d'être dans une relation harmonieuse et réciproque avec la vie. Alors, c'est la relation harmonieuse et réciproque avec soi, mais avec l'autre, avec la planète. C'est pas quelque chose qui se veut d'être égoïste. Et le Haini, c'est ça. C'est-à-dire que tous ces rites vont nous aider à avancer pas après pas vers ce Haini, cette harmonie.
qui relie tous les plans. Et à partir du moment où on est dans le Aïni, on peut être beaucoup facilement dans le flot de la vie. On voit que parfois, nous sommes des grands contrôleurs de la vie. On a envie que ça soit comme ça, on a envie que ça soit comme ci. Euh, probablement parce que des fois, on manque de sécurité en nous, ou alors parce qu'on veut tellement quelque chose que du coup, on a du mal à lâcher prise. Et les temps qui sont là et les temps qui viennent vont nous demander encore plus qu'avant d'être justement, d'accepter d'être dans le flot de la vie. Et d'être dans le flot de la vie, ça veut pas dire qu'on perd les rênes de quelque chose. On accepte de saisir une vague quand elle arrive, comme un surfeur. Donc savoir quand c'est bon d'être dans l'action et au moment où la vague se calme, eh bien savoir arrêter de faire quoi que ce soit et juste apprécier. Et dans ma perception, c'est vrai que cette idée d'être dans le feu de la vie, c'est pas nouveau dans le soleil, mais ça va être vraiment une nécessité parce qu'on est en train de faire des grands passages finalement dans nos manières de penser la vie, de la vivre en relation avec une planète qui évolue aussi, parce que pour les peuples amérindiens, les populations amérindiennes, la terre, la Pachamama, est une véritable entité, une véritable conscience. Elle nous influence et nous l'influençons aussi. Donc le flot de la vie est une idée qui est importante et ces rites vont nous aider finalement à savoir quand lâcher prise et quand être plus acteur ou actif en tant que conseil. Tout ça pour nous aider à évoluer spirituellement au-delà de toute relation religieuse, connexion religieuse, et pour nous aider à nous éveiller à la beauté que nous sommes, à la lumière que nous sommes, à ce que nous portons personnellement, individuellement, pour contribuer justement à l'harmonie, à cette grande transition, à ces grands changements que nous sommes en train de vivre, même si c'est hyper chaotique actuellement. En général, quand on a des approches qui travaillent avec soi, avec la vie, vous pourrez constater que souvent il y a des principes auxquels on peut se relier. Je pense par exemple à la sophrologie, on a des principes de vie qui peuvent nous aider, des méthodes comme le Reiki, on a des principes de vie. On comprend bien qu'en fait il y a des alignements énergétiques qui sont là et c'est pas juste de les recevoir, mais c'est aussi de les incarner et d'essayer de les mettre en place dans nos actions au quotidien pour pas juste être dans une philosophie de la vie, mais d'être dans quelque chose de concret. Et les principes de vie, finalement, c'est très relié à des valeurs. Et les valeurs, ce sont nos fondamentaux, finalement, qui nous permettent de faire nos choix, de garder le cap, et le cap qui va vers le meilleur pour soi, mais aussi pour le groupe dans lequel on vit. Et je ne sais pas si vous avez déjà exploré cette idée là je l'ai raccourci, mais de passage de la 3D à la 5D. Est-ce que vous avez déjà abordé ces notions-là ou est-ce que c'est nouveau pour vous? C'est nouveau. C'est nouveau? Ouais. Oui, c'est nouveau aussi pour moi. Bon, je connais un peu tout ce qui est soins énergétiques, je fais un petit peu de Reiki et tout ça, mais passage 3D, 5D, non, ça me dit pas grand-chose. Ok. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans cette explication-là. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est très en relation avec l'état d'esprit dans lequel on aborde la vie. Quand on est dans un état d'esprit plutôt, enfin la 3D c'est hauteur, largeur, vous voyez, euh, la longueur. Donc on est dans un état d'esprit en fait où on est plutôt dans l'idée que la vie c'est comme ça, qu'on peut pas agir tellement plus que ça sur notre vie. La mentalité qui sous-tend cette manière de fonctionner, c'est beaucoup passé par l'éducation, par la culture, et on ne remet rien en question. Ça, c'est plutôt un mode de fonctionnement, un état d'esprit qui est ce qu'on peut appeler une conscience plus habituelle, plus ordinaire.
Et puis, on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de gens, un peu partout dans le monde, qui commencent à ouvrir d'autres possibilités. Une conscience ou un état d'esprit qu'on relierait à 4 dimensions, hein, 3D ou 4D pour dimension, en fait, dimension de conscience, on commence à se dire, mais que la vie, elle n'est pas juste influencée par des choses extérieures, mais que nous pouvons agir dans notre vie, faire des choix qui vont aller vers justement ce haï beaucoup plus. Et on a conscience que la notion du temps linéaire, c'est-à-dire le temps terrestre, le temps de l'horloge, n'est pas le seul temps auquel nous sommes soumis, mais que nous pouvons aussi modifier d'une certaine manière nos niveaux de conscience pour accéder à comment dire un temps qui est plus en lien avec un temps comme par exemple les étoiles où ça met des dizaines de milliers de milliards d'années parfois pour une évolution d'étoiles. On commence à avoir dans cet état de pensée de la 4D la notion d'espace qui n'est pas juste la notion d'une durée chronologique. Et pour beaucoup de philosophes, d'auteurs, de chercheurs dans le domaine de l'énergie, de la conscience elle-même, il y a cette idée de 5 dimensions. Donc, ça veut dire que non seulement nous sommes des êtres qui avons à gérer un quotidien de vie avec effectivement des rendez-vous, des heures, etc. Mais nous sommes aussi, ça nous ramène à cette idée que nous sommes plus que de la matière en action et que nous sommes des êtres qui sont infinis dans certains espaces de vie, certaines dimensions de réalité et que nous pouvons justement accéder beaucoup plus facilement dans les temps qui sont actuels et les temps qui viennent à cette reliance esprit, corps, être infini. Et donc, ça nous amène à être dans des états d'esprit beaucoup plus ouverts, beaucoup plus actifs. Et dans cet état d'esprit de la 5D, c'est pas un problème de penser qu'on peut agir sur des événements passés parce que c'est toujours là et qu'on peut changer des choses. C'est pas un problème de penser qu'on peut agir sur le futur et choisir les lignes de destinée qui sont les meilleures pour nous et pour la communauté. Vous voyez, alors que quelqu'un qui est dans un mode de pensée plus réduit, ça pour lui ou pour elle, c'est inconcevable. On est en train de parler du charabia, d'une planète qui vient de ne sais pas où, du fin fond de l'univers. C'est pas compréhensible. Vous comprenez l'idée? Tout à fait. Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir si vous savez à peu près quoi, au niveau mondial, combien, en pourcentage, combien il y a de personnes justement qui sont dans cet état d'esprit, voilà, de 5D. Alors ça, c'est une question, ça serait super qu'on puisse avoir des statistiques. Mais j'assiste pas mal en général à différentes méditations ou différents échanges. Et ce que je peux constater, c'est qu'il y a des gens partout dans le monde qui œuvrent à leur manière. Donc il y a ceux qui sont plus publics et qui vont toucher du plus grand nombre, mais il y a tous ceux aussi qui sont sur le terrain. Vous savez, les petites gouttes d'eau, les petites lumières Mhm. qui vont agir aussi. Alors, je pense pas qu'on soit aujourd'hui moitié-moitié. Je pense pas. Je pense Mhm. qu'on est moins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne qui s'éveille et qui essaye vraiment d'œuvrer dans le non-ego, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est l'ego, c'est le conquistador en soi, c'est les prises de pouvoir. On voit bien que ça vit partout. Chaque personne qui essaye à son endroit de faire ça, ça a beaucoup plus de puissance ce que cette personne va faire que 10 personnes qui sont dans l'ego et qui veulent finalement continuer à fonctionner avec de l'irrespect, avec des prises de pouvoir, avec des dépressions, avec ce que vous voulez, qui finalement baissent les fréquences énergétiques. Nous avons beaucoup de puissance à partir du moment où on se relie avec le cœur, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses idées, on aura beaucoup plus de puissance sur le terrain.
Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'être capable de nous relier finalement dans le non visible, dans la notion d'inconscient collectif, pour alimenter l'énergie, de la bonne énergie qui peut être utilisable pour ceux qui souffrent ou qui ont du mal sur Terre. C'est ça, on peut vraiment le constater. Alors, ça répond peut-être pas totalement à votre Si, question en si, termes tout de à fait. pourcentage. Si, je Si. comprends, je comprends. Alors, donc, ces principes de vie qu'on va retrouver et essayer de faire du mieux possible, parce que c'est toujours évident, on est bien d'accord, mais les voilà, la non-violence, et on a envie de cultiver la bienveillance, la gentillesse dans ces relations. Et moi, je trouve aussi qu'ici, cette non-violence, ça veut, enfin pour moi, ça veut pas dire forcément qu'il faut s'écraser dans toutes les situations et se dire ouais c'est génial, tu m'as tapé, t'as été violent avec tes paroles, mais c'est pas grave parce que moi je cultive la non-violence. Je crois pas que ça se joue là. Je crois que justement parce que on va arrêter d'accepter que des gens nous parlent mal ou soient malveillants avec nous et qu'on fasse des choix pour dire maintenant c'est stop, je ne veux plus vivre ça, eh bien je crois que ça va rendre service à tout le monde et que c'est une manière, sans être dans l'agressivité et vouloir tacler l'autre à la même hauteur qu'il nous a taclé, mais que cette affirmation de dire non, ça je ne le veux plus aujourd'hui, et je préfère m'en aller, ou je préfère voilà qu'on prenne du recul et on en reparle plus tard, ça peut vraiment être utile pour le futur et justement apprendre les uns des autres à fonctionner autrement, parce que je sais pas votre voilà ce que vous en pensez, mais quand même moi je trouve que discutant avec les uns ou les autres, c'est pas gentil, quoi. Hein, vraiment. Les relations, c'est pour normal, hein, ce qui ne l'est pas. Hein. Donc, alors, évidemment qu'il y a plusieurs mondes de conscience en ce moment, depuis pas mal d'années, qui se chevauchent. Mais bon, est-ce qu'on est obligé de tout accepter en ce nom-là. Après, il y a la vérité, hein, donc qui nécessite quand même une certaine maturité pour déjà exprimer sa propre vérité, oser la dire, parce que c'est vrai que quand on pense des choses, qu'on est capable de se connecter à des choses qui sont pas habituelles, surtout dans un pays ou dans une culture qui peut être très cartésienne, c'est pas toujours évident d'oser exprimer sa propre vérité. Mais bon, on peut chacun et chacune essayer de faire le mieux possible. La valeur de l'intégrité, et notamment celle-là, moi je l'aime beaucoup et j'essaie vraiment de faire le max dans cette situation. Mais il y a une chose, moi je trouve qu'elle nous amène, c'est d'être en cohérence avec justement ce qu'on fait entre ce qu'on pense et ce qu'on agit. Et on voit que combien de fois c'est on pense quelque chose et on agit autrement. Donc comment on peut faire pour justement amener cette cohérence et cette constance qui ramènera de la sécurité dans la relation à l'autre. Parce que si je fais ce que je dis, bah forcément, derrière, ça va suivre. Mais si je fais pas ce que je dis, là, tout de suite, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place dans le doute. Est-ce que je peux compter sur lui, sur elle? Euh, c'est, etc. Ensuite, les deux derniers, ce sont ce qui est en relation avec la modération. Et souvent, dans le bouddhisme, on parle de la voie du juste milieu. Et puis, la générosité, qui est une générosité spontanée et en faisant bien sûr attention à pas être le rôle du sauveur, parce qu'on peut vite passer de la générosité à finalement je donne parce que je veux tellement aider l'autre, même s'il me l'a pas demandé, que là on est plus dans une vraie générosité organique, mais plus dans je veux sauver l'autre. Et c'est pas très juste en fait pour les deux parties. Alors ici, donc dans les rites du Munaiki, en fait, ce qu'on va faire, c'est que il va y avoir des transmissions énergétiques qu'on peut facilement nommer des graines d'énergie. On se rappelle que les peuples des communautés amérindiennes sont très connectés à la nature et c'est la nature qui leur donne les idées de comment ça fonctionne. Donc on peut imaginer que si on plante une graine
dans une terre qui est bien préparée, qu'on arrose la graine et qu'on s'en occupe, elle va pousser, elle va donner des fleurs, elle va donner des fruits. Et c'est un petit peu ça, en fait, qui va nous aider. Alors voilà, et c'est pas exhaustif, mais c'est vrai que ça peut vraiment nous aider pour lever des schémas de pensée qui sont restrictifs. Quand on a eu des difficultés ou des traumatismes émotionnels dans le passé, quand on veut retrouver de l'harmonie en soi et essayer de faire en sorte que cette harmonie, elle se maintienne, même s'il y a du chaos autour de nous, pour se relier évidemment à la terre et au ciel. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que la sécurité intérieure, elle vient parce qu'on est connecté au sol, parce qu'on est relié à la terre. La terre nous amène cette sécurité qui est la base pour après mieux s'affirmer, pour créer, pour innover. Et l'essence, le ciel, finalement, c'est notre esprit, c'est notre inspiration, c'est notre intuition. Et si on relie ciel et terre avec ce pont, cette passerelle qui est le cœur, eh bien, c'est facile à comprendre qu'on peut prendre plaisir à la vie, qu'on peut prendre plaisir à ce qu'on partage les uns avec les autres et qu'on peut trouver de la joie. Et dès qu'on est plus en harmonie, en harmonie, eh bien, on peut mieux contribuer à, euh, à améliorer finalement tout ce qui se passe dans nos relations des uns avec les autres. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres commentaires ou réflexions? Dans ces moments-là que l'on vit actuellement, quand vous dites qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, comment on fait pour rester aligné, quoi, est-ce que pour que ça change, est-ce qu'on ne doit pas inévitablement passer par une certaine violence pour se faire entendre? Alors, la violence, ça veut dire qu'on est très en colère, c'est ça? Oui, je pense que beaucoup de gens sont en colère de ce qui se passe, Oui. oui. Ouais. Alors, la colère, c'est une émotion basse. Et donc, plus on va être en colère et plus on va faire baisser cette fréquence énergétique. Et on a besoin d'être dans des fréquences hautes pour pouvoir avoir un pouvoir d'action. Qu'on soit en colère, c'est normal. Et s'il y a quelque chose qui est pas juste et qui vient toucher nos valeurs, ça c'est mon point de vue, hein, après chacun peut avoir son Mhm. point de vue, mais si ça vient toucher forcément nos valeurs, la colère va arriver, elle nous indique que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui nous bouscule. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comment je peux changer ma colère en affirmation, en centrage. Et ça veut pas dire que parce que je suis plus en colère, que je vais rien faire. Mhm. Et quand je suis centrée et que cette énergie que j'ai mis en mouvement, elle va se traduire non pas par de la colère, mais par de l'affirmation, à ce moment-là, j'ai l'esprit plus clair pour savoir où est-ce que je peux agir. Et mon action sera beaucoup plus ses fruits. Est-ce que j'ai à agir plutôt dans les groupes associatifs dans lesquels je suis et m'affirmer dans le fait que non, ça c'est pas acceptable, et ça non plus. Est-ce que je peux agir par des méditations collectives pour alimenter justement une sphère dans laquelle il y a de la fréquence haute qui viendra aider ensuite tous ceux et celles qui ont des difficultés. Est-ce que j'ai à agir à un niveau politique? Est-ce que j'ai à agir à un niveau social? L'action, justement, l'action juste, c'est ce qui va faire les différences. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des personnages qui osent aller à contre-courant et c'est là où ils sentent que ça va agir. Et si vous les écoutez, ils sont pas en colère, ils sont affirmés. Et on a Mhm. plus quand on est affirmé, qu'on dit quelque chose, que si on est en colère. Oui, d'accord, je comprends. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui sont innommables aujourd'hui, qui sont, voilà, c'est acceptable sur le plan de l'être humain. Comment on peut changer ça déjà à son échelle? Comment on peut apaiser sa colère et la transformer dans une autre énergie
Et ensuite, on passe à l'action. La vision juste, l'amour juste et l'action juste. Ok. Alors, quand on est dans la transmission des rites en eux-mêmes, c'est-à-dire que si, par exemple, vous choisissez de recevoir un rite, comment ça se passe? Hein, donc, il y a d'abord un enseignement sur le sens du rite lui-même, qu'est-ce que ça peut vous apporter, et puis après, on va reprendre chacun un peu pour que vous puissiez comprendre, en fait, justement un petit peu ce sens du rite. Ensuite, il y a un moment où on prépare le corps et l'esprit pour avant la transmission de l'aliment. Ça peut être un exercice de mouvement du corps, ça peut être un exercice méditatif, mais tout ça c'est fait pour préparer la terre avant que la graine soit mise. Et donc ensuite, il y a la transmission de l'aliment qui sont un ensemble de gestes simples qui peuvent être donnés d'ailleurs en présentiel ou en distanciel, en direct, comme on le fait là. L'énergie n'a pas de problème avec la présence où on se touche et la présence où on se voit. Et après la transmission de l'aliment, il y a toujours une forme de méditation ou un voyage. Alors, le terme voyage, c'est vraiment utilisé par les chamans amérindiens, c'est-à-dire que on est capable d'aller se voyager dans le monde d'en bas, le monde d'en bas qui peut être lié au cadre jungien, par exemple, de l'inconscient, ou le monde d'en haut, de l'hyperconscience. Vous voyez, les termes changent, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a toujours ces différents mondes, le monde du milieu, notre quotidien, le monde d'en bas, l'inconscient, le monde d'en haut, l'hyperconscient, juste que les noms vont changer en fonction des cultures euh, et des endroits du monde. Et puis, justement, pour incorporer et voir comment ça se passe après sur le terrain, il y a des exercices à faire à la maison pour en faire quelque chose de concret. Alors, ça peut être, encore une fois, une forme de méditation, ça peut être des moments qu'on se donne à soi pour faire du dialogue intuitif, ça peut être des actions concrètes comme nourrir euh, euh, par de la respiration telle ou telle graine. Donc, moi, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste on reçoit quelque chose, mais on est acteur et actrice et on voit comment ça nous parle, comment ça se développe, qu'est-ce que ça change aussi dans sa vie, concrètement, réellement. Et ça que je trouve très intéressant aussi avec cette manière de faire. Alors, avant d'aller à la suite, est-ce que vous avez des questions sur la transmission des rites en eux-mêmes? Non, pas pour moi. Non, moi non plus. D'accord. Alors, abordons maintenant un petit peu chacun des rites. Au total, il y a 10 rites. On peut les recevoir tous les 10, ou on peut en choisir que un, deux ou trois en fonction de son besoin du moment. Donc, à chaque fois sur la partie gauche, je vous ai mis le nom en quechua et la traduction sur la partie droite. Donc, le premier rite, en fait, quand on veut les recevoir, les 10, moi je trouve que cet ordre-là, ce qui est l'ordre dans lequel je les ai reçus aussi, est quand même assez intéressant parce que les 4 premiers rites servent justement à stabiliser nos émotions, à nous stabiliser dans notre manière d'agir, de réagir. Donc, le premier, c'est le Ampe Karpai. Karpai, rappelez-vous, ça veut dire rite en quechua, et Ampe guérisseur, c'est le rite du guérisseur intérieur. Et donc, ici, la graine qui va être transmise au niveau notamment des mains, elle aide justement à mobiliser cet aspect qui est en nous d'auto-guérison, d'auto-réparation. Et en même temps, ça va nous aider à nous relier beaucoup plus à la planète pour justement commencer à être un peu plus dans notre sécurité intérieure. Et donc, il est fréquent que quand on reçoit ce rite, en fait, c'est comme une évidence de ce qui est à changer maintenant pour soi, pour aller davantage pour le Haïni. Et justement, ce que je trouve avec ces rites, parce que
Moi, j'aime bien les méthodes qui ont de la douceur, parce que ce qu'on vit, des fois, c'est compliqué, c'est pas doux, hein, dans nos mouvements intérieurs. Et j'ai toujours bien aimé les méthodes qui se faisaient avec douceur. Et donc, ça nous aide à commencer ou à poursuivre, parce qu'il y a peut-être déjà des fois des choses sur lesquelles on a commencé à travailler, à apaiser telle ou telle blessure. Alors, j'ai mis que ça aide à sortir du triangle de Karpman. Est-ce que vous connaissez ce terme ou pas du tout? Pas du tout. Alors, le triangle de Karpman, en fait, je vais le dire autrement, et puis peut-être ça vous parler. C'est ce qu'on appelle un triangle dramatique en analyse transactionnelle, c'est-à-dire le persécuteur, victime, sauveur. Ça vous parle, ça? Oui, d'accord. Voilà. Et donc, ça a un nom, ça s'appelle le triangle dramatique de Karpman. Karpman, c'est le nom du personnage qui a décodé en fait cette manière d'être en relation et qui est extrêmement toxique et nocive pour chacun. Et on peut se rendre compte que finalement, ça existe dans plein de types de relations. Alors, pas forcément des choses les plus au volume le plus fort, mais que quand même, c'est assez fréquent et assez courant. Et on a envie de sortir de là parce que quand on est dans ce triangle infernal, eh bien, notre énergie, elle est mobilisée pour compenser quelque chose, mais elle n'est pas utilisée pour construire, pour créer. Et donc, ça peut être extrêmement douloureux, difficile, voire extrêmement toxique et nocif dans certains types de relations. Donc ça nous aide justement à mieux saisir, à mieux voir, et ça nous commence à nous donner de la force pour aller vers des relations plus saines. Le deuxième rite, c'est le Chumpi Karpai, et donc Chumpi, ça veut dire protection ou puissance. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va tisser des bandes énergétiques tout autour du corps qui vont être tissés à partir des éléments de la nature qu'on trouve sur la planète et qu'on trouve en soi, donc symboliquement bien évidemment. Mais on a la bande de terre qui justement va être là pour nous aider à transformer, à faire plus facilement du compost avec les résidus émotionnels. On a la bande de l'air, on a la bande de l'eau, on a la bande de la lumière. Donc, ces bandes, en fait, la bande de feu aussi, ces bandes vont être tissées tout autour, on va les relier entre elles et en fait, elles vont avoir un effet de protection. Habituellement, quand on se sent en danger, qu'on soit conscient ou pas du processus, en fait, on ferme des portes, on met des barricades, on met des armures. Et ça nous sépare de la vie, ça nous sépare des autres pour pas être blessé et touché. Et ce qui est intéressant avec ces bandes, j'ai vraiment expérimenté quand je les ai reçues, c'est qu'en fait, ça crée pas ces barrières, mais ça crée un espace comme un airbag finalement qui va amortir et surtout ces bandes, elles ont la capacité de transformer toutes ces énergies négatives entre guillemets qui viennent de l'extérieur, les pensées, les émotions des autres qui sont les émotions de colère, de peur, les pensées que tout va mal, etc. Ça va transformer l'énergie en une forme de compost et au lieu que ça vienne nous toucher et nous affaiblir, ça va nous nourrir. Je sais pas si vous avez imaginé ce que ça peut donner quand même parce que sinon, effectivement, si on est à chaque fois qu'on est dans des environnements toxiques, avec des personnes qui se sentent mal, qui sont en énergie basse, eh bien, ça vient nous affaiblir, qu'on le veuille ou pas. Ça vous est probablement déjà arrivé de rentrer chez vous après une journée. C'est pas juste que vous avez fait énormément de sport, c'est juste que vous avez côtoyé énormément de gens qui étaient plombés eux-mêmes et vous êtes complètement lessivés. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Effectivement. C'est que vous avez capté ces éléments-là, c'est venu vous encombrer, et d'autant plus si vous avez une hypersensibilité ou une hyperperceptivité, autrement dit, si vous avez l'impression d'être des véritables éponges, ben, je peux vous dire qu'il y a des besoins. Bien sûr, on peut travailler sur le plan émotionnel, psychologique, mais c'est hyper important de travailler sur le plan énergétique. Et j'ai un passé de plus de 40 ans dans le domaine de l'énergie. J'ai étudié beaucoup de choses différentes et là, j'ai été quand même assez stupéfaite de l'effet réel
de ces bandes de protection, d'autant plus quand nous sommes dans des périodes telles que celles que nous vivons, où c'est extrêmement chaotique sur le plan énergétique. Le rite suivant s'appelle le Aini Karpai. Donc, on retrouve le thème Aini, donc le rite de l'harmonie. Et donc, ici, en fait, on va là alimenter chaque chakra qu'on connaît dans les 7 principaux chakras. Et on va amener des graines énergétiques qui sont reliées à des symboliques d'animaux. Et les animaux, ce sont ceux-là. Parce qu'en fait, chaque animal, si on regarde bien, si on l'étudie, il a des qualités, il a des particularités. Et en fait, c'est comme si on apprenait à voir, en fait, après avoir reçu ce rite, à voir avec les yeux, par exemple, du serpent, du jaguar, ou du colibri, ou de l'aigle et du condor. C'est sûr que si on regarde une situation qu'on est en train de vivre, qui est une situation qui peut être compliquée, si on la regarde juste avec son intellect ou son mental, on risque d'être bloqué. Mais si on arrive à voir la même situation sous différents angles, si j'étais un serpent, qu'est-ce que je verrais de cette situation? Si j'étais un jaguar, qu'est-ce que ça me montrerait? Si j'étais un colibri, j'ai déjà un peu plus de hauteur. Comment je verrais? Si j'étais encore plus de hauteur, un aigle ou un condor, est-ce que je verrais les opportunités qui sont derrière les difficultés que je suis en train de vivre? Et en fait, ces graines, elles vont activer des parties de nous qui vont nous aider à avoir une vision beaucoup plus large à chaque fois qu'on vit une situation et qui va nous donner du coup des ressources. Et on va aussi être relié davantage à 3 personnages. Là, ce sont plus des animaux, mais des gardiens et des gardiennes du monde d'en bas, Huasca, du monde du milieu, Quetzalcoatl, et du monde d'en haut, Pachacutec. Donc, ce sont des gardiens et des gardiennes de nos mondes intérieurs, l'inconscient, le quotidien et l'hyper, ou la supraconscience, ou l'hyperconscience, ou l'être infini, peu importe comment vous le nommez. Donc, ça va nous élargir, aider à nous élargir, en fait, la vision de ce qu'on vit, les compréhensions de ce qu'on vit, parce qu'on peut mettre après du dialogue intuitif avec ces archétypes, ces personnages, finalement, qui vont nous donner des informations pour nous aider, justement, à sortir de situations de manipulation ou de situations difficiles, des choses même qu'on n'aurait pas pensé. On fait appel à d'autres aspects de nous-mêmes que ceux du mental qui rationalise et qui étudie et qui analyse. Quant à ce 4e rite qui est aussi fait pour justement avoir une vision plus claire des choses, c'est le rite du visionnaire, autrement dit en quechua, le Kawak Karpai. Et donc ici, on va activer des bandes énergétiques au niveau de notre cerveau, au niveau donc qui vont relier le 3e œil et la zone de visuel qui se trouve donc au niveau de l'occiput pour justement avoir une vision, une perception des choses extrasensorielles plus ouverte et qu'on va relier ensuite au chakra du cœur pour avoir une vision du cœur. Et ça aura plusieurs aspects, plusieurs axes. Déjà, on reconnaîtra beaucoup facilement ce qu'on peut faire évoluer en nous sans être complètement déstabilisé. Et puis, ça nous permettra aussi de voir beaucoup facilement chez les autres, leur manière de fonctionner, et aussi les opportunités qui sont au-delà des difficultés, les solutions, les ressources, beaucoup plus facilement. Ça va nous faire voir le bon comme le moins bon. Mais si on voit le moins bon, on a plus de chances de pas y aller. Si on s'aperçoit que telle ou telle relation, telle ou telle situation, ça va être la cata, bah peut-être qu'il vaut mieux pas y rentrer. Et au moins, on va pas vivre des choses extrêmement dures ou compliquées. On prend un autre chemin qui sera un chemin beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus léger, etc. Que vous comprenez l'idée? Tout à fait. Ouais. Avez-vous des questions pour ou commentaires ou réflexions pour ces 4 premiers rites? Pas de questions pour ma part.
D'accord. Ok. Alors, on continue. Alors, après, les noms des rites vont porter, en fait, le nom de gardien, de gardienne. Donc, c'est des 5 Aïs. Et là, on va se relier à cette lignée, en fait, cette lignée de gardiens et de gardiennes qui sont là depuis travers du temps, mais qui sont aussi, qui font partie de nous, qui sont des parties de nous qui sont peut-être pas encore complètement connues ou reconnues. On va avoir donc le Pampa Messayok, qui est le gardien ou la gardienne du jour. Autrement dit, la Pampa, c'est sur la planète, c'est l'aspect de la Terre qui nous nourrit. Et donc, en fait, quand on reçoit cet aliment, on va apprendre ou continuer à se nourrir, mais pas juste sur le plan physique, biologique, mais aussi sur le plan émotionnel et mental et intellectuel. Ça va nous aider à mieux savoir ce qui va nous faire du bien. Hein, la nourriture, c'est pour nous faire du bien, pour être en forme, pour avoir de l'énergie. On va beaucoup mieux repérer pour nous, mais aussi pour les autres, ce qui est bien comme nourriture physique, comme nourriture émotionnelle et comme nourriture psychique. Et la Terre, quand on regarde sa place dans l'univers, la Terre, c'est un aspect féminin dans l'univers. Et donc, le Pampa Messayok, qu'on soit homme ou femme, va aussi nous aider à réparer des blessures autour de qualités du féminin en soi, pour qu'on ait justement une expression plus apaisée de ce féminin. Alors, les qualités du féminin, il y en a plein, mais c'est par exemple l'accueil, comment je sais accueillir les choses. Ça, c'est une qualité plutôt féminine. Euh, Dans des qualités du féminin, c'est l'intuition, comment mon intuition s'exprime, est-ce qu'elle s'exprime avec facilité, est-ce que je fais confiance ou pas. Vous voyez, donc ça va nous aider justement à réparer, à redonner confiance là où peut-être on avait moins. Alors que l'Alto Messayok, donc l'Alto Messayok Karpai, c'est le gardien des montagnes. C'est la sagesse des montagnes. Et en fait, au niveau des populations amérindiennes, l'Alto Messayok, c'est un représentant de la communauté qui a cette capacité à communiquer avec le grand esprit quand la communauté est en difficulté. Et qu'est-ce que fait l'Alto Messayok? En fait, il prend son bagage, il va partir tout seul dans la montagne la plus haute par rapport au lieu où ils habitent. Il va donc se mettre en prière, il va faire des dispatchos, c'est-à-dire des cadeaux à la terre pour créer le lien, et il va poser des questions, il va se mettre en connexion, en relation avec l'esprit, et il va poser des questions pour obtenir des informations qui vont aider la communauté à sortir de la difficulté dans laquelle ils sont. Donc ça veut dire que quand on est relié à cet alto messayok en nous, on aura une capacité beaucoup plus facile, aisée, à se relier à plus grand que soi, peu importe comment on nomme, que ça soit Dieu, une source originelle, l'univers, peu importe comment on le nomme, mais une capacité à se relier beaucoup plus facilement pour recevoir des informations qui vont nous être utiles ensuite pour gérer concrètement des choses et dépasser les difficultés. Et la montagne sur la planète représente l'aspect masculin en soi. Et donc, qu'on soit homme ou femme, cet aliment va nous aider aussi à réparer ou à redonner des fois un peu plus d'importance, enfin, en équilibre bien sûr avec l'aspect féminin en soi, comme par exemple des capacités masculines, c'est la capacité d'agir. Vous voyez, ça c'est l'action. Peut-être que si j'ai du mal à mettre en action mes pensées, mes idées, eh bien l'alto messayok va pouvoir m'aider, par exemple. La protection est aussi une capacité masculine. Enfin, il y a plein de capacités et qui sont des capacités que tout individu nous avons, quel que soit notre genre sexuel finalement, et que nous pouvons ramener en équilibre. Et le Pampa Messayok, l'Alto Messayok vont nous aider à ça.
N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si entre chaque Euh, présentation. tous ces rituels sont faits, euh, c'est fait, ils sont faits tous ensemble ou il faut faire un rituel, après attendre un certain temps, faire un deuxième rituel, comment ça se passe? En fait, il y a un rituel par séance. En D'accord, général, une séance dure à peu près 1 heure. d'accord, Hein. Alors après, il peut y avoir des ateliers d'une demi-journée ou d'une journée où là, dans une même journée, on peut donner et recevoir plusieurs rituels. Mais ok, en général, si on les reçoit en tête à tête comme ça ou même en groupe, c'est 1 heure à 1 heure 30 maximum par rituel pour bien justement prendre le temps de la préparation, de la transmission et de la méditation post-rituel. d'accord, Alors, le rituel, 7, qui s'appelle le Kurat Kakuyek, c'est le gardien de la planète. C'est pas juste la pampa, le sol de la Terre, c'est la planète. Là, on prend un peu plus de distance dans l'univers, comme si on voyait la planète complète, et on retrouve cette idée d'être citoyen ou citoyenne du monde en se reliant à des valeurs humanistes, des valeurs universelles qui sont là pour œuvrer pour le plus grand bien de tous et de tous. Et on développe encore plus cette capacité de communiquer avec la Terre, de sentir ce que la Terre veut, ce qu'elle veut nous donner et ce dont elle a besoin. Il y a des êtres sur Terre qui naturellement, par exemple, sentent quand à certains endroits du monde, il va y avoir des cataclysmes. Il y a une espèce de perception qui se passe et on sait que à ce moment-là, il risque d'y avoir quelque chose. Est-ce qu'on fait confiance à sa perception? Pas, après c'est autre chose. Quand on peut communiquer, par exemple, avec la nature, avec les arbres, avec les fleurs, avec la nature nous parle, nous donne des informations. Et on sait aujourd'hui, c'est reconnu, quand on va se promener, par exemple, dans la forêt va avoir quelque chose qui va nous apaiser, qui va nous déstresser. Et alors, plus on est en contact avec la Terre et plus finalement on peut profiter de ces éléments-là, de la Terre vers nous. Mais nous aussi, nous pouvons influencer la Terre. Je me souviens avoir vu une émission, alors il y a pas mal d'années, euh, où en fait il y avait des chercheurs qui voulaient savoir et comprendre est-ce que si un maximum de gens sur Terre étaient calmes et en paix au moment des solstices, est-ce que ça influençait derrière quelque chose qui était plutôt calme? Et quand il y avait, et qu'on peut constater qu'après des solstices, il y a des bouleversements terrestres, est-ce que avant le solstice, l'état d'esprit sur la planète, est-ce qu'il y avait des plus de guerre ou plus de conflits ou plus de quelque chose? Ils ont voulu étudier ça, c'est-à-dire l'impact de l'état d'esprit émotionnel des gens avant un solstice, faire une corrélation avec les événements de la planète elle-même en partant de l'idée, c'était leur hypothèse, que les réactions émotionnelles d'un groupe de personnes sur la planète pouvaient l'influencer au moment où elle fait son changement de rotation autour de son axe, puisque c'est à ce moment-là, au niveau de cette tige, qu'elle le fait. Et alors, chose incroyable, je me suis dit, waouh, quand même, là, c'est pas mal d'avoir ça en tête. Eh bien, ils ont fait le constat que à chaque fois qu'il y avait, après le solstice, des tsunamis ou des tremblements de terre, etc., dans le monde, en général avant, il y avait eu des conflits, des gros trucs émotionnels qui touchaient plus qu'une seule personne sur la planète. Alors là, si tu te dis, ah ouais, quand même, ouais. mm, Et si on influençait la planète mm, de par notre état intérieur, qu'est-ce que ça donne? En tout cas, avec le Kurakakuyek, on a envie de prendre soin de cette planète sans avoir peur de ce qui peut se passer, mais juste de pouvoir prendre soin, de faire le mieux possible, voilà, pour trier ses déchets, pour éviter de la polluer, vous voyez, des choses qui sont tout à fait concrètes, hein, et quotidiennes. Quant au mot soc carpaille,
Alors lui, il nous fait encore élargir notre conception de l'univers puisque c'est le rite du gardien ou de la gardienne des étoiles. Et donc ici, on a accès justement à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à ce temps cosmique encore plus facilement. Et le Mosok Karpai se relie volontiers avec le Kawak, c'est-à-dire le visionnaire. Grâce au Mosok Karpai, on peut aller davantage dans le monde d'en haut, se relier au gardien du monde d'en haut, Waska, et aller choisir une ligne de destinée la plus facile pour nous. Parce que dans l'esprit des chamans amérindiens, nous ne sommes pas obligés de subir une ligne de destinée qui ne va pas bien. Nous avons le choix de changer de ligne de destinée, que ce soit individuellement, collectivement. Et c'est ce qu'ils ont dans leur état d'esprit peut se relier aujourd'hui avec les théories quantiques. Aujourd'hui, on sait, enfin certains chercheurs ont démontré qu'il y avait des milliers de possibilités. Pourquoi si je tourne à droite, qu'est-ce qui va se passer? Si je tourne à gauche, qu'est-ce qui va se passer sur un chemin? Et qu'en fait, il y a des milliers de possibilités de futur, de potentiel futur. Alors, quand ce que les chercheurs trouvent se relie à ce que les anciens connaissaient déjà, moi je trouve que c'est super intéressant. Donc, le Mosok Karpai va nous aider pour accéder à une meilleure destinée possible pour soi et pour les autres. Et là, vous voyez, là déjà, on commence à fonctionner beaucoup plus en 5D parce que si on est dans un état d'esprit fermé où on pense que ça c'est impossible, bah, et pourquoi ce serait pas possible? Pourquoi ça serait pas possible? C'est juste qu'on peut pas l'envisager là où on en est dans notre manière de penser. Mais quand même, c'est sur la planète qu'il y a des individus qui pensent ça, qu'ils le vivent, ce serait pas possible pour nous aussi. Même si on n'est pas de source péruvienne. Ça, c'est mon idée. Après, je vous laisse avec votre propre idée des choses aussi. Alors, le rite 9 nous permet encore d'élargir davantage notre reliance. C'est le Taitanchis Antis Karpai, autrement dit le rite du créateur ou créatrice. Et là, ça nous met encore plus en relation avec ce que nous étions et ce que nous sommes avant notre incarnation. Ça nous amène vraiment à être dans une dynamique de réalité beaucoup plus, comment je pourrais dire, créative, mais pas créative à partir de l'ego. Ça nous aide encore plus à sortir des formes égotiques de surestimation de soi ou de sous-estimation de soi pour être dans une justesse de reconnaissance de ce que nous sommes fondamentalement au-delà de la matière. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette reliance. Aujourd'hui, c'est vraiment important que chacun et chacune d'entre nous se relie à ce qu'il est, à ce qu'il porte en lui ou en elle, pour justement changer la donne et changer la ligne de destinée pour notre ensemble de notre collectif. Et là, Géraldine, il y en a beaucoup de personnes sur la planète qui pensent ça et qui œuvrent pour ça. Ok. Et enfin, le 10e rite. Alors, les 9 premiers rites ont été, je dirais, actualisés par Alberto et ils ont été transmis par ses mentors Kéros. Et le 10e rite, en fait, s'appelle le Kisma Karpai. C'est le rite de bénédiction de l'utérus. Et celui-là, il est assez récent, 2014. Et il a été créé par Marcella Lobos, sa femme. En tant que femme porteuse d'un utérus, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais on porte des générations de douleurs et de blessures par rapport au féminin. Et ce qu'elle a voulu faire par ce rite, c'est justement d'apaiser ces blessures pour que la femme retrouve de la liberté. On voit que c'est pas encore gagné, hein, sur l'ensemble de la planète. On voit qu'il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes, que ce soit des violences conjugales. Il y a encore des pays où on excise les
la clitoris. Donc, pas mal de pays où la femme n'a pas le droit à la parole. On voit que c'est quand même énorme. Et ça part de l'idée que dans le transgénérationnel, eh bien, en tant que femme, on a la mémoire de tout ça, finalement, puisqu'il y avait nos grand-mères et arrière-grand-mères, elles existent depuis longtemps. Et donc, elle a voulu vraiment prendre soin du féminin blessé. Donc, c'est un rite qui est donné de femme à femme. Mais pour autant, messieurs, même si vous n'avez pas d'utérus, pour autant, vous avez été porté par l'utérus de votre maman. Et il est possible que l'utérus de votre maman ait porté des douleurs et des souffrances qui ont été transmises pendant que vous étiez en gestation dans cette vie. Alors, le rite est donné de femme à femme, mais il y a après le rite une belle méditation où on, on imagine les hommes qu'on connaît, compagnons, amis, pour les imaginer aussi en train de guérir des blessures qui ont été transmises, portées par l'utérus de leur mère ou de leur maman. Et la phrase clé qu'on retrouve et qui vraiment peut nous alimenter, l'utérus n'est pas un endroit pour vivre de la peur et de la douleur, l'utérus est fait pour créer et donner naissance à la vie, quel que soit le projet que l'on a. Donc voilà une visite de Sédiri. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions? Non, non, moi, j'ai pas de questions en tout cas. D'accord. Alors, dans mon expérience, parce que j'ai été formée il y a 3 ans à Cérit et ça m'a vraiment tellement bluffée que après je me suis aussi formée comme praticienne et comme enseignante. Donc je peux aujourd'hui donner des rites, mais aussi former des praticiens. Euh, et donc par les fondateurs finalement. Et je trouve que vraiment ça m'a amené énormément de stabilité. Et je me suis rendu compte que avant de recevoir, je pensais des fois sur un chemin qui était juste. Alors, il y a bien des chemins qui étaient justes pour moi et ça n'a pas changé. Mais il y avait quelques chemins qui n'étaient pas justes. Mais j'arrivais pas peut-être à les voir, les sentir, à les percevoir. Et le job que j'ai fait là depuis les 2 ans, bah, post-rite finalement, je suis revenue sur mon chemin. Et ça m'a vraiment aidé à défaire des limitations dans ma pensée, ou de ce que je pensais, ou ce que je voulais contrôler sans m'en rendre compte. Ça m'a vraiment aidé à gagner dans cette ouverture du cœur et dans cette liberté. J'ai fermé des portes et je crois que avant j'aurais pas pu les fermer parce que ça aurait été trop douloureux pour moi. Et comme je suis pas quelqu'un qui aime souffrir, mais je pense qu'on est là dans ce cas-là, euh, ça m'a vraiment aidé à le faire à mon rythme, pas après pas, mais tellement soutenu dans mes choix et dans mes ouvertures d'esprit que franchement, je ne peux qu'être convaincue quand je parle de ces rites et quand je les partage. Après, chacun fait ses choix. Il faut sentir que, voilà, ça peut répondre à quelque chose en vous, au-delà même de l'intellect, mais juste au niveau du cœur. Quand on donne les rites, quand je donne les rites, je complète aussi avec des pratiques qui vont aider, comme tu disais, des outils complémentaires. J'en ai nommé quelques-uns. Ouvrir la Viracocha. D'ailleurs, si vous voulez bien, je vais vous guider pour celui-là parce que je trouve que c'est intéressant si vous avez envie de vivre cette expérience. Oui, bien sûr. Mhm. Ouais. Hein, donc, on peut apprendre la cérémonie du feu pour justement aider à transformer les émotions qui remonteraient, le dialogue sacré, intuitif pour communiquer et recevoir des informations. On n'aurait pas. Donc tout ça, vous l'avez, vous le recevez lors des transmissions, des méditations guidées aussi que vous pouvez réécouter. Alors en dernière page,
voilà, si vous avez envie de voir un peu plus ce que je fais, hein, vous pouvez aller sur mon blog, et là, voilà, j'écris des articles, je partage aussi pas mal de vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube Les Voix de l'Harmonie pour profiter de ce que je donne sur ces réseaux, parce que je sens vraiment que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes à une grande transition et que c'est important de pouvoir partager tout ça pour aider le plus grand nombre. Euh, j'ai des livres, les clés d'énergie, pratique de l'EFT, et là, il y a un livre sur le Moon Aïti qui va sortir en avril, donc je suis super joyeuse et heureuse de pouvoir transmettre ça. Et puis, j'organise aussi régulièrement des séminaires, des week-ends, où là, on est, voilà, dans un intensif très relié à la nature toujours, parce que la Pachamama et moi, c'est une longue histoire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, déjà. Je vais Merci à vous. arrêter le Moi, partage je vais d'écran. continuer à lire votre livre que j'ai commencé aujourd'hui, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je vais continuer à le lire Ah, c'est sur super. sur la clé des énergies. Voilà. Et juste une petite question sur les rites. Est-ce que ces rites doivent être faits dans l'ordre? Est-ce qu'on peut demander qu'un seul rite? Est-ce que c'est l'ensemble des rites qu'il faut faire? Comment ça se passe? Alors, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, moi, je voudrais recevoir qu'un seul rite et c'est celui-là qui me parle et on me donne qu'un seul rite. Après, vous pouvez vous dire, en fait, j'aimerais bien tous les recevoir et voir comment ça va se faire. Donc, soit c'est un rendez-vous individuel, soit j'ai mis en place des ateliers où on se retrouve une fois par semaine en visio, de 19h à 20h30, quelque chose comme ça. C'est sur mon blog, hein, le calendrier. Et là, on est voilà en petits groupes et donc les rites sont donnés les uns après les autres. Donc forcément, ça a un coût plus bas que si vous les receviez en individuel, hein, évidemment. Mhm. Mais là, tout est possible en fait. D'accord. Ok. Très bien. Avez-vous d'autres questions avant que je vous guide pour la Viracocha? Comme ça vous fera un exercice utile pour vous après. Pas de questions. Alors, la Viracocha, en fait, on peut le traduire par une bulle d'infinité et ça part à partir du huitième chakra. Donc, imaginez que votre huitième chakra, il est à peu près 60 centimètres au-dessus de la tête et ce huitième chakra, il contient en fait de l'énergie de qui vous êtes, de cette énergie qui est infinie. Donc, on va créer une bulle d'infinité et cette bulle d'infini, en fait, elle peut être très utile. Vous venez de vivre un stress, vous avez besoin de vous recentrer, vous ouvrez votre Viracocha, vous restez un petit peu 5-10 minutes dedans et vous la refermez. Vous avez besoin de retrouver de la clarté d'esprit, vous ouvrez vos Viracocha, même principe. À chaque fois que vous avez, voilà, envie de prendre un peu de temps pour vous, de sortir du chaos, justement, d'être moins impacté par le chaos. Vous pouvez ouvrir votre Viracocha. Simplement, en général, on commence, quand on ouvre sa bulle de la Viracocha, ça dure peut-être, elle va tenir dans sa sphère peut-être que 5 minutes, 10 minutes max. Donc, on la referme. Plus on pratique et plus elle peut tenir longtemps. Donc, comment on va faire? On va mettre les mains en prière devant soi et essayer de bien sentir les pieds sur le sol si vous êtes assis ou assis sur une chaise, ou les fessiers aussi pour bien connecter à la terre. Et donc, on prend une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Et à la prochaine inspire, tout en gardant les mains jointes, nous allons les monter au-dessus de la tête à la hauteur du huitième chakra. Donc, nous inspirons et nous montons au-dessus de la tête. Ensuite, nous allons écarter les mains
Et là, nous pouvons peut-être, si nous sommes sensitifs, sentir et percevoir l'énergie qui se trouve dans ce 8e chakra. Nous allons retourner les paumes de main et nous allons faire comme si nous descendions cette énergie tout autour de nous jusqu'à la faire descendre aux pieds et au-dessous des pieds pour aller vraiment s'ancrer dans la terre. La bulle de Viracocha est ouverte et je vous invite juste à sentir pendant quelques instants, à percevoir l'ambiance dans laquelle vous êtes. Cette énergie et vous. Cette énergie seule. Vous pourriez rester 2 minutes, 3 minutes ou plus en fonction. Juste constater l'ambiance, les ressentis, les sensations communes. Puis prenez une bonne respiration. Alors, je sais que vous auriez probablement, pour certains, certaines, envie de rester un peu plus. Mais pour là, maintenant, nous allons commencer à refermer cette Viracocha. Vous pouvez le refaire tout à l'heure et rester de temps que vous souhaitez. Nous allons partir, donc, les paumes de main vers le haut. Et nous allons partir du bas des pieds pour faire remonter, comme si vous vouliez remonter ce voile d'énergie jusqu'au 8e chakra à nouveau. Et nous allons utiliser cette énergie du 8e chakra pour la faire descendre au niveau de notre corps, de nos autres chakras, ou des parties du corps qui en ont besoin. Vous pouvez utiliser cette énergie pour aussi calmer certaines parties du corps, réaligner certains centres énergétiques, en descendant comme ça, les mains tournées vers vous jusqu'aux pieds. Et quand vous avez terminé, vous pouvez respirer profondément. Comment vous avez vécu l'expérience? Très bien. Euh, excusez-moi. Très bien. Et est-ce que c'est un bon exercice pour retrouver de l'ancrage? Oui, ça peut être aidant, tout à fait. Et bien quand vous redescendez, vous pouvez même mettre les mains sur les genoux, sur les pieds, pour alimenter encore un peu plus le bas du corps. D'accord. Oui, Sylvie? Moi, j'ai ressenti la chaleur dans les mains. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça s'est fait rapidement, en fait. Je pensais qu'il fallait plus de temps pour attirer l'énergie, quoi, pour la recevoir. Ça peut être très rapide en fait, hein. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la Viracocha, c'est que c'est très rapide et c'est vraiment hyper calmant. Et je ne peux que vous inviter, si vous êtes dans des environnements qui sont bouleversants émotionnellement, de régulièrement, même si c'est que 2 minutes ou 3 minutes, ça vous réaligne, ça vous ressent. On fait un peu comme un sas, hein, avec le monde, et puis après, on est plus à même de repartir Hmm. Merci. avec plaisir. Bien, bah écoutez, nous arrivons donc à la fin de cette conférence. J'espère que ça vous a plu, que vous Merci avez beaucoup. voilà, bah je vous en prie, avec plaisir. Merci, Patricia. Merci, Patricia, de ce partage. Merci. Donc n'hésitez pas à m'envoyer voilà des commentaires ou des questions si vous en avez après coup. Hein, et puis bah maintenant vous savez où me trouver si vous avez envie de continuer à me suivre ou à voilà à recevoir les rites aussi, ce sera un plaisir.
et je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, À vous de bien aussi. merci, de bien, voilà, être avec le cœur. Et ce passage 2023-2024 va être important. Donc, n'hésitez pas à faire la Viracocha ou toutes les approches que vous avez pour être vraiment centré faire ce passage. Il y a une vague qui va arriver début 2024. À la prendre avec le plus de stabilité. Hein, pour pas prendre la tasse. Très bien. Merci à Merci, vous. merci Merci beaucoup. Patricia, en tout Merci. cas. Au revoir.